Ce soir, on est là pour parler de recherche bibliographique en ligne, notamment avec la pandémie, confinement, etc. On n'a pas forcément accès à nos ressources habituelles, à notre centre de documentation préféré et à notre documentaliste préféré qui nous aide souvent dans nos recherches. Mais en fait, on a plein d'outils à notre disposition via l'Université de Bordeaux et via l'Internet mondial, voilà, auquel tout le monde a accès, si vous avez la Wi-Fi ou un câble. Mais parfois, on ne sait pas trop comment faire. Donc moi en fait je me suis proposée de faire ce séminaire parce que j'ai fait 3 ans de mes études à l'étranger, donc les sources françaises je les avais uniquement à distance. En Espagne ça allait parce qu'on avait quelques sources françaises à la bibliothèque, mais comment vous dire que quand j'étais au Vietnam pendant 1 an, voilà, j'avais vraiment que le NT et internet pour me débrouiller et trouver des ressources. Donc on va vraiment faire de A à Z, donc il y a peut-être des trucs au début où ça va vous sembler basique, mais il y a des étudiants étrangers qui vont pas forcément avoir les infos, donc je préfère partir de la base. Donc là du coup vous êtes sur votre ENT, votre environnement numérique de travail, et il y a un petit onglet qui s'appelle bibliothèque, qui est super pratique, et dedans il y a 2 choses qui moi vont m'intéresser. D'abord il y a Babor, donc en fait Babor c'est l'endroit où on peut rechercher des bouquins, si ça va bien me connecter. Ouais, c'est bon. Donc vous avez l'onglet recherche tout simplement pour trouver des bouquins. Et en fait, parfois, si vous tapez un... Ouais, c'est celui-là. Des fois, en fait, il y a des bouquins, des livres qui sont directement en accès en ligne. Donc, si vous cherchez un livre en particulier sur Babor, ça va vous l'indiquer. Et si vous cliquez dessus, normalement, ça vous envoie directement sur... Hop, et là, donc là, on voit que c'est sur Cairn, on clique dessus, et pouf, on n'a pas besoin d'aller le chercher à la bibliothèque, il est en ligne. Ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, sur Babor, l'autre outil, c'est ici, en haut, il y a un petit onglet « Trouver une revue en ligne ». Donc ça, c'est si vous avez vraiment une revue en particulier, mais pas un nom d'article en particulier. Je sais pas, on va mettre revue de sciences criminelles. Ah, bon. Alors, il faut savoir que l'outil n'est pas forcément très précis. C'est-à-dire que, bon, voilà, la revue de sciences criminelles, c'est une revue qui est très classique en, euh, en pénal. Je sais pas, ils l'ont peut-être mis à sciences criminelles. Euh, Ceux qui rejoignent, je veux bien que vous mettiez en mute si vous parlez pas. Si vous voulez parler, évidemment, et que vous acceptez que votre voix soit enregistrée, il n'y a pas de souci. Merci. Euh, L'outil peut être pas mal, avec ce petit souci que des fois, c'est pas bien classé. Bon, là on est un peu, malheureusement, c'est la fac, quoi. Et donc vous avez les accès en ligne. Donc ça vous permet surtout au début, quand vous savez pas quelle revue provient de quel éditeur, ça vous permet de pas faire toutes les bases de données en disant mon Dieu, ça c'est où? Voilà, donc du coup sur Babor, ça c'est mes deux premiers conseils. C'est toujours chercher un bouquin parce qu'en fait des fois vous avez le lien pour aller à l'accès en ligne direct et ce petit onglet ici pour les revues en ligne avec la liste de toutes les revues à laquelle la fac a droit. Et enfin, moi ce que je vous conseille c'est les favoris. Donc ça c'est quand vraiment il y a un truc... moi je l'utilise pour les livres que je peux pas avoir en accès internet et je suis obligée d'aller à la bibliothèque et ça me garde en fait la liste de tout ce que je veux lire. Donc en fait quand vous cliquez sur un bouquin, c'est en haut, ici, vous avez le petit bouton retirer ou ajouter cette notice et ça va la mettre dans votre liste. Mais en vrai ça vous pouvez aussi vous en servir comme liste de, comment dire, de lecture. Si jamais vous voulez mettre la liste de tout ce que vous voulez lire, même si c'est en ligne. Ça, c'est vraiment vous, comment vous organisez. Donc ça, c'est, on va dire, Babor, la base. Ensuite, si on revient sur le NT, dans bibliothèque, vous avez les collections numériques. Là, on va dans droit, sauf si vous vous intéressez à autre chose. Et alors, je vais vous présenter les 2 plus grandes bases de données.
Donc vous avez Dalloz Bibliothèque numérique, donc ça c'est pour les livres, et dalloz.fr, donc ça c'est pour les revues, jurisprudence, etc. Donc sur Dalloz, on n'a pas besoin de se connecter, la connexion elle se fait automatiquement, il faut juste cliquer sur étudiant. Pour les chargés de TD, je sais pas si vous avez accès à la version enseignante, je suis pas chargée de TD, donc ça pour le coup, coule pas Mia, mais je peux pas vous dire. Et donc là, bah voilà, vous avez tout ce que Dalloz peut vous offrir. Donc c'est déjà une très grande base. Ensuite, la deuxième plus grande base qu'on utilise en droit, de ce que j'ai pu me rendre compte, c'est LexisNexis, donc le Lexis 360 maintenant. Par contre, pour Lexis, faut vous connecter. Alors là, je suis connectée automatiquement parce que c'est ma session. Mais normalement, en haut, il y a un petit bouton me connecter. Et si jamais vous vous êtes jamais connecté sur Lexis 360, il y a un petit tuto de la fac. C'est pas compliqué, mais voilà, faut le faire. Faut être connecté sinon on n'a pas accès. Donc là, il n'y a pas de livre à proprement parler. Il y a les revues, l'école, la jurisprudence, surtout les juristes classeurs qui sont pas mal, qui sont thématiques et qui sont très intéressants si vous voulez avoir les bases un peu d'une thématique que vous commencez à chercher. Ensuite, moi maintenant je vais vous conseiller quelques bases de données qui, bah en général les gens en parlent pas trop. Enfin moi souvent quand je dis que je vais sur ces bases-là, les gens me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Mais c'est super, enfin moi je les trouve super intéressantes. Donc la première c'est Kern. Kern c'est très intéressant parce que c'est assez pluridisciplinaire, donc il y a du droit, mais ça mélange aussi la socio, la psycho, l'économie. Donc c'est des textes un peu moins juridico-juridiques centrés, mais des fois ça permet d'aller voir un peu dans d'autres matières. Donc c'est assez intéressant. Et il y a quelques ouvrages aussi, et donc là aussi c'est un de mes conseils, quand vous connaissez pas trop un sujet, il y a les Que sais-je, qui sont en fait des petits bouquins, on va dire d'une centaine de pages. Et si vous voulez, voilà, c'est de la socio, est-ce qu'on trouve un truc en droit, mais moi je sais que j'ai lu dernièrement Internet et le droit. Donc voilà, c'est 100 pages sur, en gros, les grandes thématiques sur Internet et le droit. Et donc ça permet de commencer sur un sujet en ayant des bases, et c'est souvent très 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 bien expliqué. C'est pas approfondi, hein, c'est que 100 pages, mais ça permet d'avoir des bonnes bases. Donc ça c'est Kern, que moi j'aime beaucoup. Ensuite on a l'Extenso, qui est aussi pas très utilisé parce qu'en fait ils ont pas des masses de revues, mais ils ont notamment les petites affiches, que moi j'aime beaucoup. Souvent c'est des articles assez courts. Et voilà, et la Gazette du Palais aussi. Donc ça c'est deux formats qui sont relativement courts en général, qui se publient tous les jours je crois. Et des fois franchement on a des pépites. Sur l'Extenso, moi ça m'est arrivé de trouver la jurisprudence, la doctrine qui vraiment allait dans mon sens. Donc faut pas hésiter à passer dessus. On trouve pas grand chose, mais en général ce qu'on trouve c'est quand même qualitatif. Donc, Kern, l'Extenso, l'Amiline, que moi j'ai vraiment commencé à utiliser cette année en doctorat, donc je suis en première année pour info. L'Amiline, moi j'utilise beaucoup pour tout ce qui est droit du numérique. Je vous avoue que j'ai pas trop d'infos sur les autres revues. Il y a pas mal le volet social, que bah, du coup nous on utilise au contrat sec, mais ils ont un gros volet numérique qui est vraiment pas mal. Et quelques ouvrages, bon, je vous avoue que j'ai jamais trop trouvé de trucs intéressants. Walter Kluwer, ce qui est assez pratique, c'est que ils ont une implantation assez internationale. Moi, je sais qu'on l'utilisait beaucoup en Espagne. Donc, il y a aussi ce côté droit comparé. Enfin, comment dire, ils mettent l'accent sur des auteurs qui vont parler d'autres droits, et donc ça peut être intéressant si vous voulez pas trouver que des infos franco-françaises. Et un petit dernier, c'est Stradalex, qui elle en fait est basée, je crois, en Belgique à l'origine. Faut que je vous le trouve. Hop. Il y a des super bouquins que vraiment, moi je suis tombée dessus un peu par hasard, comme ça. Mais donc ça c'est vraiment axé européen. Hop, ok. C'est pas une très grosse base de données par rapport à Lexis 360 ou Dalloz,
Mais vraiment, déjà, moi, je trouve que l'interface est très claire. Et en plus, voilà, si vous voulez tout ce qui est Europe et un peu de droit comparé, bah, du coup, plutôt Belgique, c'est top. Donc du coup, si on récapitule, on a Dalloz et Lexis 360, vraiment c'est les bases incontournables, si vous voulez faire une recherche en général, on commence par là. Kern, pour tout ce qui est socio-économique, donc plutôt pluridisciplinaire. On a l'Extinso, donc très juridique, Gazette du Palais, et les petites affiches, donc vraiment qualitatif. L'Amiline, donc moi je vous le conseille pour tout ce qui est numérique et un peu social. Et Stradalex pour tout ce qui est Union Européenne. Conseil de l'Europe, enfin tout ce qui est au niveau européen, et un peu Belgique. Ensuite, parce que de plus en plus dans nos études, il faut qu'on porte attention au volet anglophone, avec ce qui se passe au Royaume-Uni, mais principalement aux États-Unis. En fait, on a quand même pas mal de bases de données via Bordeaux qui nous permettent d'aller chercher de la documentation anglophone. Moi, j'utilise principalement iOnline, qui est assez complet et en général, je trouve toujours mon bonheur. Donc, plutôt bien. Et il y a aussi le volet canadien, euh, non, australien, c'est sur une autre base de données, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est voilà, principalement Amérique du Nord. Et là aussi, l'interface est relativement simple. euh, et donc, enfin, moi, je vous conseillerais, si vous avez des recherches à faire en anglais, commencez par iOnline parce que je crois que c'est la plus grosse qu'on ait. Ensuite, euh, on a Cambridge pour des bouquins, sachant qu'en plus les bouquins de Cambridge sont relativement chers en général. Euh, Ils en ont quelques-uns en droit qui sont plutôt pas mal. Moi j'en ai lu notamment sur la responsabilité sociale des entreprises. C'est souvent des recueils où il y a plusieurs auteurs qui ont contribué. C'est des gros pavés. Voilà, là le fait qu'on y ait accès avec Bordeaux, c'est vraiment bien quand on voit le prix que c'est de base. Ensuite, en anglais, pour continuer, on a Westlaw, donc ça va être à la fin. International, et ensuite il y en a un spécialisé Royaume-Uni. Moi, je vous avoue que j'ai jamais trop trouvé. Après, je suis sur une thématique c'est pointu, on va dire, la traite des êtres humains. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils avaient assez souvent trouvé. Et là encore, l'avantage, c'est que Westlaw appartient à Thomson Reuters, qui est aussi pas mal international. Voilà, là vous avez par exemple l'Australie notamment. Donc tout ce qui est droit comparé, si vous voulez chercher des points de vue d'autres États, Westlaw c'est pas mal. Et un petit dernier, c'est JSTOR, je crois qu'il est dans les... Alors oui, j'ai pas précisé, mais en fait vous avez deux catégories dans la liste des bases de données. Vous avez les ressources principales. Je vous avoue que je sais pas comment ils ont fait le distinguo parce que moi c'est pas trop le distinguo que j'aurais fait. Et les ressources complémentaires. Donc s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas dans la première liste, faut pas hésiter à descendre encore plus pour aller voir encore plus bas s'il n'y a pas des trucs en plus. Et voilà. Et donc JSTOR, moi je trouve des fois des trucs là-dessus. Il n'y a pas, il y a que 2000 revues, donc bon. C'est... pour toutes les disciplines, c'est pas énorme. Mais de temps en temps, c'est assez pointu et vous avez des trucs. Donc voilà, ça c'est mes 4 recommandations. Voici 4 recommandations en anglais. iOnline, vraiment, je pense que ça doit être le premier objectif. Westlaw et JSTOR pour tout ce qui est revue, et Cambridge pour tout ce qui est livre en fait. Et ensuite, super important, la presse, parce qu'il y a pas mal de journaux, genre Le Monde et tout, où il y a des articles qui sont payants. Et voilà, ça fait cher si vous devez prendre un abonnement à tous les trucs de presse. Sauf qu'en fait, la fac a une base de données où justement il y a quasiment toute la presse. C'est pas forcément le jour même en ligne, mais normalement le lendemain ou le surlendemain vous l'avez. Donc ça vous évite ça vous permet d'avoir accès à des articles de presse qui sont normalement payants. Donc c'est plutôt intéressant à se noter. Donc Europresse. Et comme voilà, Euro, il me semble qu'il y a quelques revues
enfin, quelques journaux qui sont non français, qui sont étrangers. Donc ça peut être assez intéressant de chercher. Ok, donc ça c'était les bases de données. Un dernier petit conseil, renseignez-vous auprès de votre centre de documentation parce que certains centres de Bordeaux ont accès en plus à la base de données du CNRS. Et alors la base de données du CNRS, c'est une mine d'or, il y a vraiment plein de trucs, et notamment au niveau international. Donc là pour le coup, moi je sais qu'au Contrasec on y a accès, mais faut demander à votre documentaliste parce que ça sera elle qui va savoir. Ok, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un document précis que vous n'avez pas trouvé sur les bases de données qu'on a à la fac? Premier conseil, utilisez Google. Des fois, on a de la chance et en fait, l'auteur ou l'autrice va mettre en ligne son article. C'est assez rare, hein, je vous cache pas, mais des fois, on a de la chance. Un conseil, utilisez vraiment Google et pas les autres moteurs de recherche du type Ecosia, DuckDuckGo, etc. C'est pas ultra performant. Pour tout ce qui est recherche universitaire, ça reste, enfin, de ce que j'ai pu en voir, c'est Google qui marche le mieux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Là, c'est la partie discussion. Merci Salomé. Moi j'ai une petite question. Ouais. C'est où est-ce qu'on peut trouver une thèse pour la lire? Dans quel Yes. serveur Yes. Alors. Ouais, Et la vas-y. deuxième question, c'est où est-ce que on peut avoir accès et trouver les travaux parlementaires d'une loi? Tu sais, les échanges qui avaient eu lieu en commission et tout ça. Yes. Alors, Alors, faut savoir que vous êtes tous référencés. Peut-être que je vous l'apprends et que vous allez pas être contents parce que c'est un peu moyen au niveau de la protection des données personnelles. Mais en fait, tous les doctorants sont référencés sur le site thèse.fr, tout simplement pour vérifier avant que vous rentriez en thèse que votre sujet de thèse n'est pas déjà pris par quelqu'un. Ce qui a failli m'arriver d'ailleurs, et j'ai bien flippé. Et donc, normalement, quand vous mettez uniquement les thèses soutenues, explorez toute la base. Vous avez un petit bouton. Non, il n'y est pas. Si, voilà. Uniquement les tests soutenus accessibles en ligne. Bon, là, il y a toutes les matières, mais si je prends droit, on devrait trouver. Hop, on va mettre droit public. Je suis désolée pour les privatistes. Et donc là, vous avez, voilà, vous pouvez accéder en ligne et vous tombez sur HAL. Alors HAL, c'est aussi des archives ouvertes qui sont enfin, on trouve plein de trucs dessus. En général, je fais pas de recherche dessus, mais quand je fais une recherche Google, je vais tomber dessus si le document est sur HAL. Donc déjà, ça c'est un bon moyen de voir si une thèse est en ligne ou pas. Sinon, les thèses, elles vont être à la bibliothèque. Donc, pas en format dématérialisé. L'autre souci, l'autre solution, si vous voulez vraiment l'avoir en PDF, c'est contacter le doctorant. Alors, si la thèse a été publiée chez Dalloz, des fois elles sont sur Dalloz Bibliothèque, la base de données qui est ici, Dalloz Bibliothèque numérique. Il y a quelques thèses dessus, donc ça peut être pratique. Donc si le doctorant ou la doctorante, enfin du coup le docteur ou la docteure, parce que du coup ils ont soutenu, s'ils ont publié chez Dalloz ou un éditeur, ils vont pas avoir envie de vous la donner gratuitement. Ça, c'est plutôt normal. Donc, va plutôt falloir essayer de l'avoir à la bibliothèque, sur Dalloz ou sur une autre plateforme internet. Je crois pas qu'il y en ait sur LexisNexis. Donc, ça sera principalement Dalloz. Donc là, ça va être la bibliothèque qui va rentrer en compte. Et si on l'a pas à la bibliothèque, parce que bon, des thèses, il y en a beaucoup et Bordeaux les achète pas toutes, en fait, vous pouvez contacter la bibliothèque pour leur demander un prêt entre bibliothèques. Donc c'est un système au niveau national où en fait les bibliothèques vont se prêter des bouquins. Moi je suis pas sur Bordeaux, donc en fait je travaille avec la bibliothèque de chez moi, qui est une petite ville, et bah j'ai régulièrement des bouquins qui viennent de Paris parce qu'on les a pas. Et ça me permet voilà, d'avoir toutes les thèses que je veux ou tous les ouvrages que je veux qui sont pas à Bordeaux ou dans votre bibliothèque locale. Normalement, si c'est Bordeaux, c'est gratuit. Par contre, si vous faites ça avec une bibliothèque qui n'est pas votre bibliothèque de fac d'inscription,
c'est payant, mais je crois que c'est genre, en général, c'est 5 € par ouvrage. Et vous pouvez demander à votre centre de recherche de vous faire un budget annuel pour qu'il vous le rembourse ensuite. Et Emilia? comment on fait pour Ouais. se faire rembourser du coup? En fait, déjà, il faut demander. Moi, je sais que je suis passée par ma directrice qui a fait la demande auprès du directeur de centre, qui du coup qui m'a accordé un budget. Et ensuite, à la fin d'année, ta bibliothèque te fait une facture. Et cette facture, il faut l'amener au secrétariat de ton centre de test qui va te rembourser, donc avec un RIB ou un truc comme ça, quoi. Ok. Et du coup, c'est-à-dire que c'est une fois que j'ai engagé les frais, du coup. Oui, ah oui, par contre, alors, sauf. Non, non, c'est-à-dire que moi, je paie rien. C'est-à-dire que la facture. Comment dire? Je pense que ça dépend des bibliothèques. T'avances pas En les fait, frais. Ouais, vas-y. ah, donc pour la demande de budget ouvrage, on peut la faire avant de demander les prêts de livres. Ah oui, 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 mais même, faut la faire avant parce qu'en fait, si ton budget il est de X euros, tu vas calculer ton nombre de prêts en fonction de ton budget, histoire de pas dépasser, tu vois. Ah, d'accord, C'est ok. d'abord le Ah, moi, je pensais budget. que c'était a posteriori. Non, le budget, ça te permet d'avoir l'autorisation. En fait, la bibliothèque, ça la rassure parce que c'est un document qui lui confirme que le centre de recherche va payer. Mais par contre, lors du paiement de fin d'année, je t'avoue que je sais pas si c'est toi qui paies et c'est l'université qui te rembourse ou si c'est toi qui amènes la facture de la bibliothèque à ton centre de recherche et c'est le centre de recherche qui paie directement. Ça, je t'avoue mais renseigne-toi auprès de ton centre de recherche. Soit, je pense que c'est le secrétariat qui s'en occupe. Euh, c'est pas, c'est pas un souci. Et Et ouais, vas-y. voilà, du coup, pour la deuxième question, pour où est-ce qu'on peut avoir accès aux travaux parlementaires, s'il te Ouais. plaît? Alors ça, c'est vrai que je l'ai pas présenté parce que moi, je travaille pas trop sur ce genre de trucs. Mais sur vos ressources, il y a tout ce qui est Conseil d'État, Cour de cassation, euh, tout, 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 tout. Légifrance. Normalement, il y a l'Assemblée nationale aussi. Voilà, Assemblée nationale. Alors là, tu vois, c'est pareil, on a en droit, ils l'ont mis en ressources complémentaires et pas en ressources principales. Donc bon, moi, leur distinction, moi, je sais pas comment ils l'ont faite. Et il y a la Bibliothèque des Nations Unies aussi, ce qui peut être assez intéressant. Voilà, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, Eurlex, c'est l'équivalent de Légifrance, mais au niveau de l'Union européenne. Et la base de données de la CJUE, elle s'appelle. Oh, il y a le Sénat aussi. Alors, du coup, elle va être tout en haut. Voilà, Curia. Curia, c'est la base de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, pour en revenir à ta question et les travaux parlementaires, imaginons tu veux l'Assemblée nationale. Hop. Euh, non, si, voilà, travaux parlementaires. Soit tu vas directement sur l'Assemblée nationale ou le Sénat pour voir ce qui s'est dit. Euh, ça met un petit peu de temps à charger, c'est normal. Euh, et sinon, si tu vas sur Légifrance de mémoire, j'ai peut-être beaucoup de trucs ouverts aussi, je vais les fermer. Hop. Sur Légifrance, normalement, autour de la loi, alors moi je cherche via Google en général. Ah, voilà, dossier, c'est ça. Ça s'appelle dossier législatif. Donc, texte publié, on va dire. On en prend un au pif, hein. Un qui soit assez intéressant. Allez, le parquet européen, moi j'aime bien ça. Euh, Donc ça, c'est le dossier législatif de la loi relative au parquet européen. Donc tu vas avoir l'étude d'impact, l'avis du Conseil d'État, communiqué de presse, blablabla. Le dossier, les différentes versions du texte adopté, le dossier législatif, les documents préparatoires, et là, tu as les débats parlementaires et tu as les comptes rendus intégraux. Et il faut les décortiquer. Mais voilà, du coup, je te conseille d'aller sur Légifrance. Normalement, tu les as aussi sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat. En général, leurs bases de données sont un peu moins. Voilà, là aussi, tu vois, tu as les dossiers législatifs. Mais je trouve que leur base de données
peu moins bien faite. Donc là, du coup, pour récapituler, sur Légifrance, tu vas dans Autour de la loi, législatif et réglementaire, dossier législatif. Et là, il faut juste que tu trouves la loi qui t'intéresse. Est-ce que j'ai répondu à Ok, ta question? merci. Oui, super, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient participer ou même faire une remarque quelconque? Je prends vraiment toutes les questions et si jamais je ne sais pas répondre, promis, j'essaie de trouver une solution. Parce que des fois aussi, si vous avez une question, il ne faut pas hésiter à publier sur le Discord parce que on a tous des domaines différents, on a tous des habitudes de travail différentes. Et si par exemple vous dites, enfin, c'est pas votre domaine, le droit de l'Union européenne, bah, le fait de poser une question dans le channel interdisciplinaire, PIC, ou encore le channel, comment il s'appelle déjà? Il y en a beaucoup trop des channels. Kiran, notre président d'assaut, qui vient d'arriver. Bonjour, enfin, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave, on a fait un peu le tour. Et donc moi j'étais en train de demander s'il y avait des questions et j'étais en train de les réinciter à vraiment utiliser le Discord s'il y avait des questions parce qu'on n'était pas tous spécialisés et on n'utilise pas tous les mêmes bases de données au quotidien. Donc faut pas hésiter à publier dans Méthodo, Biblio, dans Entrée de ressources bibliographiques, etc. Pour poser une question. On a parlé des bases de données qu'on avait sur Bordeaux, des bases anglaises, des bases françaises, tout ce qui est contacter des gens pour essayer d'avoir les documents si jamais ils sont gentils. LinkedIn et Twitter notamment qui sont assez utilisés. Je leur ai vite fait parler de LibGen pour trouver des documents de manière un peu moins... Voilà. Légal. Voilà. Mais ce qui se dit sur le Discord, restez sur le Discord. Non, mais c'est connu de toute façon. Faut juste utiliser un VPN. Voilà. Donc je leur ai parlé des alertes aussi sur Google. D'accord. On a parlé de c'est parfait. choses. Et du coup, tu veux que je me permettre? Oui, vas-y Pierre. Pardon. Alors, j'ai pas de questions en particulier parce que, enfin, on va dire que ma base bibliographique, on va dire, est finie maintenant, on va dire, où c'est plus que des recherches très très sporadiques. Juste du coup pour ajouter un petit peu sur le côté droit public. Alors, je sais pas si tout le monde se sent concerné là dans les quelques-uns, mais du coup, l'Extinso et Kern ont vraiment leur vraie importance en droit public parce que les plus grosses revues de droit public et du droit constit sont sur ces deux bases de données-là, et pas nécessairement sur Dalloz et Lexis. Enfin, moi, je vais jamais sur Lexis parce qu'en fait, je n'y trouve rien pour mon sujet, mais du coup, toutes les revues Pouvoir, la RFDC, la RDP, etc., c'est sur Kern ou l'Extinso. Donc, ne pas hésiter à fouiller vraiment ces bases parce qu'il n'y a pas effectivement que les Z2 ou les journaliers, et surtout pour Ein Online que j'ai utilisé aussi, l'université de Bordeaux n'est pas nous donne accès à Ein Online, mais pas à toutes les revues qui sont hébergées sur cette base de données. Donc ils sont abonnés à un certain nombre de branches, etc. Donc des fois il y a des articles auxquels on n'a pas accès. Et on peut très vite les récupérer par le biais du PEB. Les PEB, c'est pour demander les vieilles thèses, mais c'est aussi pour demander les revues en ligne qui sont sorties en décembre 2020 pour laquelle la fac n'est pas du tout abonnée. Et justement, ils font une demande à QJAS, par exemple, et en 2 jours, on peut l'avoir dans sa boîte mail aussi. Donc ça marche très très bien pour ça, pour l'avoir utilisé. Trop bien ça. Voilà. Merci pour la précision, Pierre, c'est super sympa. Et je précise juste pour le PEB, il y a un formulaire qui est tout prêt sur le site des bibliothèques de l'université. Il y a un formulaire qui est fait, ça se remplit en 5 minutes avec ses identifiants, et on peut choisir la bibliothèque dans laquelle aller chercher si c'est pas un mail qu'on reçoit. Donc si vous êtes à Pessac, vous pouvez choisir Pessac, et si vous êtes rive droite comme moi, vous pouvez aller rive droite. Super. Ouais, maintenant, alors aussi, j'en profite, mais maintenant, les bibliothèques, entre guillemets, livrent. C'est-à-dire que si vous empruntez, enfin, si vous réservez un bouquin qui est à la pluridisciplinaire, vous pouvez très bien décider de le retirer à Pessac ou à rive droite, comme tu dis, Pierre. Donc ça maintenant, c'est valable pour tout.
Je sais pas si vous avez vu la distinction sur Babord, mais c'est arrivé il y a pas très longtemps. Et surtout, vous pouvez les rendre n'importe où. Oui, bon ça existait déjà avec les poitres d'ours, mais il faut mieux c'est une bonne précision à rappeler. Et vous pouvez aussi le rendre en dehors des horaires où les bibliothèques sont ouvertes grâce aux poitres tours qui sont à l'extérieur, juste en face de la bibliothèque. C'est des grosses boîtes bleues. Après, il y a aussi un autre truc auquel je pense maintenant, mais c'était il y a quelques mois avant le déménagement de certains des locaux, mais j'avais créé un contact avec la directrice de la DIRDOC. Ouais. Et en fait, si jamais, par exemple, il y a des choses qui vous cassent les pieds dans l'accès aux documents, s'il y a un service dont vous auriez besoin, je sais que faut que j'en reparle avec elle, mais Émilie Destombes m'avait une fois parlé de l'idée que ce serait pas mal que la DIRDOC crée un document avec toutes les revues juridiques en les stratifiant dans ce qu'elles font, quelles sont leurs spécialités, tout ça, pour qu'on ait une visibilité à la fois nous, les doctorants et les chercheurs, etc., mais aussi éventuellement les étudiants. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on pourrait éventuellement demander. Donc s'il y a par exemple, et même un autre truc auquel j'ai pas nécessairement pensé, mais s'il y a des revues auxquelles vous aimeriez que l'UB soit abonné, on peut aussi le demander. Ça prend un peu plus de temps, mais je pense notamment à ceux qui sont en début de thèse, qui savent qu'ils vont avoir besoin d'une revue régulièrement à laquelle l'UB n'est pas abonné. On peut le demander. Ça prendra quelques mois, peut-être un peu plus. Et pour les prochaines années, elle sera abonnée. Vous voyez ? Donc, s'il y a des demandes comme ça, faut pas hésiter à les faire remonter. Et même l'asso peut assez facilement créer ce lien-là avec la DIRDOC pour dire en fait, on aimerait qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Vous voyez ? Donc, faut pas hésiter non plus là-dessus.